Eh bien, bonjour, Ground Control. Bonjour et je dirais merci. Merci, le Ground Control, de nous accueillir ici, d'accueillir cette année la 2e édition du premier festival entièrement dédié à l'univers du train et du voyage de demain. Merci à ces lieux qui, je dirais, est-ce qu'on avait un meilleur endroit pour célébrer le train que ce lieu emblématique du patrimoine ferroviaire parisien, au pied de la gare de Lyon. Ancienne gare du Tri de la Poste, ancienne friche transformée en lieu culturel, un lieu d'échange, un lieu de partage, de convivialité, un lieu de fabrication de nouveaux récits. Pour les Journées européennes du patrimoine, dont le thème cette année, c'est patrimoine durable. Patrimoine durable, ce lieu appartient d'ailleurs à la SNCF, je ne sais pas si vous savez, il appartient à la SNCF parce qu'il faut savoir que la SNCF, à part faire rouler des trains sur un réseau de 20 000 km, réseau qu'il faut entretenir, à part ça, c'est déjà un gros boulot, à part ça, la SNCF, elle fait aussi ce qu'on appelle la valorisation du patrimoine. Elle transforme des lieux comme ça en lieu culturel et d'échange, là où on est aujourd'hui. Alors avant toute chose, je vais vous demander d'applaudir nos partenaires, sans lesquels on n'aurait pas ce merveilleux endroit pour célébrer le train aujourd'hui. Alors je vais vous demander d'applaudir très fort la SNCF et le Ground Control. Merci. Moi, je m'appelle Sam. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sam et j'ai eu la joie en 2019, il y a 3 ans, de cofonder l'association Watt, Once Upon a Train, association qui a monté ce festival. Il s'agit d'une bande de bénévoles qui œuvrent pour faire revenir le train et pour remettre le train à sa place au centre des récits de voyage. Il s'agit d'une bande d'enthousiastes qui œuvrent pendant leur pause-déj, pendant leur soirée, pendant leur week-end pour ça, et qui travaillent depuis presque 1 an pour monter ce festival. Alors bien sûr, je vais vous demander de faire beaucoup de bruit et d'applaudir très fort Watt. J'ai cofondé Watt. Pourquoi on a fait Watt? On a cofondé Watt parce que je rêve d'un monde qui va arriver très vite. Hein. Je suis sûre, ça va arriver très vite. Je rêve d'un monde où on pourra lire sur les profils Facebook, les profils Instagram ou sur les applis de rencontres. On pourra lire, par exemple, bonjour, moi c'est Kevin, j'ai 35 ans, 1m85, plutôt sportif, et j'ai pris 1437 trains. Et là, tu vas voir ta pote et tu fais « Ouais, non mais t'as vu 1437 trains, quoi. » Moi, je les pousse direct. Direct. À minima, je couche avec. Oui, parce que c'est vrai. Là, vous avez toutes et tous ce pote ou cette pote, ou alors c'est vous, qui avez cette habitude de dire et de mettre dans les profils « Je m'appelle Kevin, je fais 1m85, plutôt sportif, et j'ai fait 120 pays. Et j'ai fait 56 pays. » Parce que c'est sexy de dire ça. Avouez, je vous vois là, je sais. Ouais, c'est comme ça. Eh bien, dans le monde de Watt et dans le monde de demain, on se vantera du nombre de trains qu'on a pris, de tous les paysages qu'on a vu défiler, de tous les pays qu'on a vus, qu'on a observés. Dans ce monde-là, comme je disais, c'est un monde qui arrive là tout de suite, hein, enfin demain, là tout de suite. Chez nous, c'est maintenant. Dans ce monde-là, en fait, quand on est sur notre lit de mort, enfin moi j'imagine déjà mon père sur son lit de mort me dire à ma fille, j'ai pris 56 trains dans ma vie. Tu crois que c'est suffisant pour aller au paradis? Écoute, 56 trains en 90 ans, c'est chaud. C'est un peu chaud. Mais tu peux dire que tu habitais loin d'une gare, ça peut jouer, ça peut jouer. Et puis au pire, de toute façon, ce qui se passe, c'est que tu iras au purgatoire. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va te faire des tests. On va te montrer des photos de gare. On va te dire, c'est quelle gare? Chez Watt, on fait ça tout le temps. On va te dire, c'est quelle gare? Et bon, s'ils sont sympas, ils te mettent à la gare de Lyon.
s'ils ne sont pas sympas, ils vont te mettre à la gare de Zougdidi. Qui sait où c'est Zougdidi? Personne. C'est où? Dans le Morbihan? Ah, il y a un Zougdidi là-bas? Il y a un Zougdidi là-bas, il faut qu'on le trouve. Moi, mon Zougdidi à moi, il est en Géorgie. C'est une gare de Géorgie. Bon, du coup, on va vérifier ton info. On va vérifier ton info. Si c'est bon, tu iras au paradis, toi. Mais les autres, en revanche, les autres, ils sont prêts pour l'enfer. Voilà. Mais pas de panique. Parce que l'enfer, dans le monde de demain, l'enfer, c'est un lieu où on va en plein milieu de nulle part, là, où on entre et en fait, on nous fait des contrôles de sécurité partout. On passe des checks de sécurité, on scanne nos corps pour notre sécurité. On scanne nos corps, nos bagages, on nous demande le passeport 4 fois. On nous fait un parcours shopping au milieu de lumière au néon, dans l'environnement de plastique, de vitres et tout. Parcours shopping, on peut, si on s'ennuie, on peut acheter des gros packs de M&M's, des gros packs de sucreries, de l'alcool, des clopes, enfin il y a tout quoi. Il y a tout, on a une carte CB illimitée, on peut passer du temps à consommer, on peut aller au McDo, on peut tout acheter. On peut tout acheter, on peut acheter des fringues qui s'abîment 2 jours après, mais c'est pas grave parce qu'on a une carte CB illimitée et qu'on peut consommer encore et surconsommer encore. C'est un endroit où on jette nos ciseaux à ongles pour notre sécurité. Heureusement que je ne prends plus l'avion parce que j'avais un budget ciseaux à ongles. Je ne vous raconte pas. Voilà. Mais voilà, comme ça on est bien. Donc, puis après, on choisit des destinations. On peut aller partout. On choisit une destination et on nous fait monter dans un truc qui après décolle. Il va au-dessus des nuages. Et puis après, on arrive dans un autre lieu, comme le précédent, on arrive dans un autre lieu et on nous dit, on nous met dans une salle où il y a de la réalité virtuelle et on nous montre tout ce qu'on veut voir, des animaux, de la nature, de la forêt, tout ça. Puis après, on recommence, éternellement, on fait ça. Donc, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Eh bien oui, non, mais en fait, je dis ça parce que la dernière fois que j'ai pris un avion, on m'a pris mon couteau suisse. On m'a pris mon couteau suisse que j'avais depuis que j'avais 15 ans. Ça m'a pas plu. Voilà. Je voulais l'utiliser pour couper ma nectarine. Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave, j'arrête avec mes histoires. Revenons s'il vous plaît à la fameuse phrase de notre pote, celui qui dit « J'ai fait 120 pays ». Revenons à cette phrase, parce que cette phrase, elle dit à peu près tout sur nous, les humains, et sur notre relation au monde. Elle dit tout. Elle dit, d'une part, quand on prononce cette phrase, elle dit d'une part qu'on est, nous les humains, des explorateurs, qu'on est des nomades, qu'on a envie de voir le monde, on a envie de voir des choses. Elle dit ça de nous. J'ai lu un livre quand j'avais 15 ans. J'ai lu un livre de Bruce Chatwin qui s'appelle « Anatomie de l'agitation ». Et qui explique bien ce phénomène historique. Il dit les humains, on est des nomades en fait. On est des nomades et on était des nomades. Et puis après, quand on est devenu sédentaire, là, on a eu besoin après de créer des sources de divertissement, d'aller danser, d'aller à la salle de sport, de faire des choses. On a ça. Enfin, moi, je le sens chez moi en gros. Cette pulsion de partir, de découvrir des choses, d'explorer le monde. Donc cette phrase, quelque part, j'ai fait 120 pays, elle nous dit ça déjà, de nous les humains. Puis elle nous dit autre chose, elle nous dit un peu ce qu'est devenu le voyage aujourd'hui, parfois. J'ai fait 120 pays. Voyager, c'est devenu une question de checklist. Je coche des pays. Je coche les pays. C'est une question de quantité. C'est en gros... le tourisme, ce qui s'est passé, c'est que le voyage est devenu une consommation de lieux. Nous, les humains, le sujet, le reste du monde, l'objet, à notre disposition. Le monde est devenu un open bar à notre disposition. Et puis elle nous dit autre chose aussi. Elle nous dit qu'on est... j'ai fait 120 pays. Elle nous dit qu'on est des êtres de fer. On a cette injonction de performance. On est toujours dans le faire. À un moment, on a oublié d'être humain et on est devenu des fers humains.
Or, on est toujours dans le faire, dans l'agiter et tout, etc. Alors que la planète, là, aujourd'hui, elle nous demande qu'une chose, c'est de ralentir. C'est de ralentir, d'arrêter de faire. D'arrêter de faire. De prendre le temps. C'est ce qu'on veut faire. C'est ce qu'on veut faire chez Watt. C'est un peu l'intention de Watt, c'est l'ambition de Watt. Ce qu'on dit, notre ambition, c'est de tranifier le monde. Tranifier le monde, ça veut dire non seulement tranifier nos voyages, non seulement mettre du train dans nos voyages, mais c'est une manière d'habiter le monde. L'écologie est une relation au monde. L'écologie, c'est pas faire la morale aux gens qui prennent l'avion, aux gens qui mangent de la viande. L'écologie, c'est une relation au monde. Se remettre à sa juste place d'être parmi les êtres. Tranifier le monde, c'est ça. C'est ce qu'on fait chez Watt. Ce qu'on fait, c'est que... Et puis j'arrête parce qu'on me dit que j'ai dépassé mon temps. On parle de prendre le temps, mais le temps presse. C'est comme ça. Et ce qu'on a voulu faire là, c'est de... Pendant 2 jours, c'est de réunir les gens qui construisent de nouveaux imaginaires de voyage. Pourquoi ? Parce que l'être humain, nous, on est une espèce fabulatrice. On interprète la réalité, on se raconte des histoires, on vit avec les histoires. Alors pendant 2 jours, on a réuni les personnes qui racontent des nouvelles histoires de voyage. Des personnes qui les dessinent, des personnes qui les font, des personnes qui les racontent par écrit, des personnes qui nous racontent des épopées ferroviaires, des personnes qui nous montrent une manière de voyager qui est celle du train, de prendre le temps d'observer, de contempler, de voir ce qui se passe dehors. Le voyage en conscience, comme on dit chez Watt. Alors je m'arrête là, parce que sinon on va me jeter de toute façon. Et je vais inviter les premiers grands conteurs d'histoire pour ouvrir le bal, en présence de Clive Lamming, le plus grand conteur de l'histoire ferroviaire, qui est là, qu'on peut applaudir. Oui, Clive, montre-toi. Oui. Le plus grand conteur de l'histoire ferroviaire, parce que le train, c'est un peu ça, c'est la réconciliation du passé et du futur, un retour vers le futur. Et là, on va ouvrir le bal avec un rendez-vous dans le futur. Je vais commencer par inviter sur scène François Scuiten, le dessinateur du futur, de la dystopie. Celui qui a scénographié Train World à Bruxelles. Si vous ne connaissez pas, il faut y aller. Et après, on continuera avec un saut dans le futur, avec Alain Krakowicz, qui vous fait voyager aujourd'hui et depuis longtemps. Et qui va vous donner aussi rendez-vous en 2050 pour parler du futur ferroviaire possible. De cela dit, je laisse la parole à François et le micro aussi. Merci. Merci Samuela. Pendant un quart d'heure, je vais essayer d'ouvrir un petit peu les portes des possibles ferroviaires. On peut baisser la lumière. J'ai plutôt besoin d'un climat obscur, comme les cités. Et donc, j'avais envie d'abord de faire un petit retour en arrière rapide pour parler de ce qu'était, par exemple, l'arrivée d'une nouvelle locomotive dans une gare. C'était un vrai événement. Il faut dire qu'il y avait de quoi quand on les voit, quand on voit leur élégance, comment elles sont carénées, comment leur livrée aussi, ce qui n'est pas toujours le cas actuellement. Il y avait des prouesses et surtout une beauté esthétique tout à fait frappante. Et il y avait beaucoup de choses qui étaient étonnantes. Il y avait évidemment ces hommes et ces femmes, mais ces hommes-là qui conduisaient ces machines, ces hommes qui, évidemment, étaient... il m'est arrivé de passer du temps dans ces cabines de machines à vapeur. C'est absolument extraordinaire. On est secoué, on est bousculé. Il y a un travail sur le feu, sur l'eau, sur la vapeur, sur la pression. Et en fait, ce qui est frappant, c'est que quand ils arrivaient en gare, la machine, c'était un spectacle tout à fait tonitruant. Et puis, évidemment, ils étaient là, en sueur, noirs. Ils fumaient leurs cigarettes et ils regardaient vers le bas les passagers qui se dirigeaient vers le centre de la gare. Et qu'est-ce que faisaient ces passagers ? Ils les regardaient, ils levaient la tête
Il les regardait avec admiration, parce que c'était quelque part des héros. Il y avait là quelque chose de titanesque, de dompter le feu, de dompter la pression et d'avoir ces machines aussi vibrantes, aussi presque vivantes, qu'ils arrivaient à dominer. Et évidemment, aujourd'hui, c'est très très différent. Un train arrive tout doucement, sans bruit, et les passagers regardent surtout leur montre. Ils regardent vite pour rejoindre le plus vite possible le centre de la gare, s'engouffrer vers les métros. Ils ne regardent pas le conducteur. Le conducteur, il sort par une toute petite porte, très étroite. Il descend avec une mallette et il se mêle, il disparaît dans les passagers. Il faut vraiment avoir juste le temps pour le capter. Alors en fait, on a gagné beaucoup de choses. On a gagné évidemment des machines modernes qui sont peu polluantes. On a gagné la rapidité, mais on a perdu quelque chose, on a perdu la fierté. Et la fierté de ces gens-là, c'était quelque chose d'être au cœur de ces machines, évidemment. Évidemment, c'était un métier très, très éprouvant et c'est loin d'être aussi difficile aujourd'hui. Mais il y avait une immense fierté d'être dans ce monde-là, d'appartenir à ce monde-là, d'être cheminot. Et c'est encore le cas, mais il y en a quand même des choses qui ont disparu et c'est bien dommage. Et c'est pour ça que je vais me permettre un peu de me remettre à rêver le futur avec folie, légèreté et un peu de comment dire, sans véritable rigueur scientifique. Alors bon, aujourd'hui, on pourrait vraiment baisser les lumières parce qu'en fait, on perd énormément de l'image. Et aujourd'hui, les distances ont changé entre Paris et Bruxelles. C'est plus du tout la même distance, c'est plus la même carte. Les villes s'éloignent, les villes se rapprochent. Le chemin de fer à grande vitesse a complètement transformé notre géographie. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment maintenant on va s'attacher. Qu'est-ce qu'on va donner aux futurs voyageurs? Comment on va les faire rêver à partir en voyage? Alors, première chose, il y a un élément que j'ai mis d'ailleurs au cœur du Train World. C'est un bougie. J'ai mis un bougie de Bombardier. Là, je ne crois pas, c'est pas Bombardier celui-là. Et en fait, ces bougies concentrent un ensemble de technologies, d'ingénierie extraordinaires. C'est vraiment le cœur des trains. Et ça sera encore plus le cas demain. Et je discutais avec un ingénieur de Bombardier. Ils peuvent faire bouger évidemment les caisses. Et dans les tournants, ils ont une capacité à communiquer. On a donc là un élément central. Peut-être qu'un jour, comme dans certaines montres, on verra à travers et on verra en marchant ce que représentent ces technicités tout à fait extraordinaires. On voyagerait comme suspendu en l'air devant cette technologie. Que vont devenir les conducteurs? On sait qu'il y a beaucoup de projets où ils disparaissent et sans doute qu'il y aura des grands centres où on mettra un ensemble de conducteurs qui prendra la main, qui reprendra la main sur des trains en difficulté ou des trains où il y a un incident. Et alors, on pourrait à ce moment-là imaginer où en même temps on aura des conducteurs d'avion, des pilotes d'avion, des conducteurs de train qui seront détachés de leur engin, détachés du réel. C'est évidemment une hypothèse un peu dommage. On pourra peut-être faire du télétravail en pilotant son train, ce qui pourrait être dangereux si les parents laissent les enfants trop longtemps seuls. Il y aurait quelques difficultés de circulation ferroviaire. Alors que vont devenir les voitures elles-mêmes? Est-ce qu'on aura peut-être un jour des bulles de silence complètement étanches, complètement imperméable à tout son? Est-ce qu'on aura des vitres qui iront très haut, qui permettront de encore mieux saisir la lumière, le ciel, et qui en même temps seront des informations qui nous permettront de suivre le trajet et surtout de voir les événements qu'il y a autour dans le paysage, l'histoire de ce paysage, pour
qu'enfin on relève la tête, on ne regarde plus seulement les écrans qui sont devant nous. Est-ce qu'on aura donc des sièges qui seront comme des lieux de relaxation, de massage? Le sol lui-même pourrait être dynamique. Ça pourrait être un futur amusant à inventer, c'est de faire en sorte qu'entrer dans une voiture soit encore une expérience plus troublante. Les gares elles-mêmes, les gares pourraient être un lieu en même temps de mémoire de l'histoire des gares et en même temps changer complètement de... Ça, c'est une gare chinoise qui a été récemment inaugurée par d'ailleurs des architectes français. Et puis, il y a cette gare d'Anvers qui est une des très grandes gares européennes. Et parfois, on se dit qu'elles s'interpénètrent, elles communiquent, elles voyagent ensemble. Oui, qu'est-ce que vont être ces futures gares? Comment elles vont se réinventer? Ce qui est sûr, c'est qu'on aura dit adieu aux gares betteraves. On aura peut-être des gares forêts, des gares posées littéralement sur la forêt, comme totalement comme ça, suspendues sur quelques pieux pour ne pas les impacter, pour respecter au mieux ces lieux devenus peut-être sauvages. Et donc, on aura donc ces gares qui seraient des lieux un peu plus fascinants, encore plus étonnants et plus en relation avec l'environnement. Et donc, il faudra certainement réfléchir mieux leur impact, voir comment ils dialoguent. Et puis, évidemment, il y a le paysage. Comment on va voyager dans les futurs paysages? Est-ce qu'on peut imaginer que les trains ralentissent pour mieux voir, pour mieux admirer, pour mieux découvrir ce paysage? Et on aurait comme ça des espaces qui s'ouvriraient pour permettre aux gens d'admirer ce qu'ils souvent ne regardent pas ou regardent mal. Alors il y a des tas de lieux qui vont sans doute un jour se transformer. Ce sont les ponts. On imagine peut-être des ponts habités avec des voitures qui se détachent, des voitures très légères qui vont s'autonomiser et entrer dans des parties, dans des réseaux beaucoup plus privés, beaucoup plus petits. Et puis, on aurait là, comme ça, l'occasion de réinventer une nouvelle centralité, une centralité de ponts, habiter des ponts. Alors, on en parle peut-être dans le futur du futur, en 2040, on aurait en Allemagne un retour du naturisme et peut-être aussi des trains piscines, des voitures piscines, qui auraient un grand succès, avec quelques petits problèmes. Évidemment, il faudra bien équilibrer et faire en sorte que l'eau ne déborde pas dans les tournants. Mais le naturisme aurait repris un élément important, qui est le plaisir d'être nu et de sentir la neige au-dessus de la voiture, avec évidemment quelques difficultés si on mélange les rames et qu'il y a une voiture normale qui est mise avec une voiture de naturiste, on risque d'avoir des surprises. Bon, donc tout ça nous montre que le futur du ferroviaire est multiple. Le futur du ferroviaire est assez riche et nous permet encore de rêver à beaucoup de choses. Ce qui est sûr, et Samuela le disait, c'est que sans doute un des plus grands paris, un des plus grands challenges, c'est sans doute de trouver du plaisir à ralentir et à ce que le train incarne une autre façon de regarder et de voyager. Merci.